Nous sommes le 6 juin 1944. Il est minuit et tout est calme dans tout le nord de la France occupée, de la Bretagne au Nord-Pas-de-Calais. Dans l'épisode précédent, nous avons décrit le prélude à l'invasion du côté du Cotentin et les premières manœuvres des troupes américaines avec l'opération Albany, opération relative à la 101e Airborne durant la nuit du 6 juin. Mais qu'ont prévu les Alliés pour couvrir le flanc gauche des plages du débarquement? Comment sécuriser les plages qui se trouvent à moins de 20 km de la grande ville de Caen? La Normandie venait de connaître son dernier jour de calme. Avant de nous plonger dans cette nuit du 6 juin 1944, je vais vous présenter le partenaire de cette vidéo. Les éditions OREP, maison d'édition française, publient depuis 1994 des ouvrages ancrés sur le territoire de la Normandie. Naturellement, les ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale et le débarquement occupent une place de choix dans le catalogue. Et c'est l'un de ces ouvrages qui m'a beaucoup aidé pour préparer ma série sur le débarquement. Le livre de Marc Laurenceau, Jour J, heure par heure, est un livre richement illustré, permettant de vivre les événements au plus près des actions, heure par heure. Le site des éditions OREP permet aussi de se faire livrer nos commandes rapidement en France, mais aussi à l'international. Avant de partir en Normandie, pensez à vous abonner pour soutenir cette chaîne et les prochaines vidéos sur le débarquement. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la vidéo. À 12 km au nord de Caen, entre la rivière Orne et le canal de Caen, au niveau du village de Bénouville, le soldat Helmut Romer vient de prendre son quart de garde à minuit au pont sur le canal de Caen. Il est accompagné par le Polonais Werner Bonk. Ce pont à bascule enjambe le canal, tout comme le pont de Ranville. Quelques centaines de mètres à côté de lui sont les deux seuls ouvrages en dur entre Caen et la mer. L'état-major allemand l'a bien compris et son niveau de défense est important. Bunkers, dortoirs fortifiés, tranchées, barbelés des deux côtés du pont. Les Allemands avaient également préparé tout le matériel nécessaire pour une démolition contrôlée au besoin. Soudain, à minuit 16, un grand fracas surgit du côté est au niveau des champs dans les barbelés. Puis, quelques secondes plus tard, un second et un troisième surgissent dans la nuit. Pas de flash, pas de feu. La première idée du garde est qu'un des bombardiers que l'on a vu 2 heures plus tôt se soit écrasé au retour de mission, touché par la défense antiaérienne. Et pourtant, ce n'est pas un bombardier en perdition qui vient de s'écraser à 50 mètres du pont, mais 3 planeurs sous les ordres du major John Howard, contenant les effectifs de la compagnie D et B du 2e bataillon de l'infanterie légère de Oxford et Buckinghamshire, ainsi que 30 sapeurs de la 249e compagnie de champs. Ce commando a une mission cruciale pour le débarquement. Dès le début de l'analyse des plans du débarquement, les Alliés sur leur flanc gauche s'appuient sur le canal de Caen et l'Orne, qui servent de murs protecteurs, mais qui aussi pourraient être des obstacles à la poursuite des opérations. C'est pour cela que les ponts de Ranville et Bénouville sont des objectifs prioritaires à sécuriser et à maintenir ouverts. Cette mission commando prioritaire a fait l'objet d'un soin minutieux pour sa préparation. 2 ponts, pratiquement identiques en Angleterre, vont même servir de base d'entraînement à la centaine de soldats choisis. L'entraînement, répété à maintes et maintes reprises, est l'un des plus difficiles de l'armée britannique selon le major Howard. Le pilote de Horsa Jim Woolworth, qui prendra part à l'assaut, raconte: « Nous avons effectué de nombreux exercices d'atterrissage, certains en conditions normales de jour, d'autres également de jour mais avec les vitres teintées, et enfin des entraînements de nuit. La sortie des hommes des planeurs Horsa est chronométrée et répétée jusqu'à ce que les temps soient les plus courts. Le regroupement puis l'assaut des points de défense se font au pas de course, de jour puis de nuit pour habituer les hommes à leur rôle. Le 5 juin au soir, l'ordre de mission signé par le général Gale, commandant de la 6e division aéroportée est clair. Rendre intacts les 2 ponts de l'Orne du canal de Caen à Ranville et Bénouville. La prise de ces 2 ponts, qui sera l'opération Dead Stick, repose essentiellement sur l'effet de surprise, la rapidité d'exécution et la détermination à vaincre. Il faudra s'attendre à une contre-attaque et tenir jusqu'à la relève. En bref, un véritable coup de main sera mené, il n'y a pas de place à l'échec. Les 6 planeurs Horsa prévus pour les 2 ponts décollent à 22h56 tractés par des bombardiers Halifax. Alors qu'ils survolent Cabourg, les planeurs rompent leur lien vers 6000 pieds et commencent leur descente sur les ponts.
Peu après minuit, les 3 planeurs dédiés au pont de Bénouville se posent dans un grand fracas à moins de 50 mètres du pont. Encore mieux qu'à l'entraînement. La surprise est totale du côté allemand. La sentinelle de faction, Helmut Romer, croit à un crash d'un bombardier qui ont bombardé Caen il y a quelques minutes. Les éclairs et le bruit sourd venant de Caen a été entendu jusqu'ici. Le commando se regroupe en silence et entre dans les tranchées sans être repéré. C'est à l'entrée d'un des bunkers dortoirs qu'il tombe face à face avec un Allemand sortant du lit. Le bruit de la Sten claque, ne laissant aucune chance, mais l'alerte est donnée. Des fusées éclairantes sont lancées. La panique chez les Allemands est complète. Ils tirent dans toutes les directions tandis que les Britanniques traversent le pont à couvert de fumigène. Ils lancent des grenades au phosphore dans les nids de mitrailleuses qui explosent presque aussitôt. Les Anglais récupèrent l'engin de mise à feu du pont situé dans l'un des bunkers souterrains et le mettent à l'abri. Cet engin, les Allemands n'ont jamais voulu l'utiliser pour détruire le pont. Au contraire, leur devoir était de le protéger. Celui-ci ne risquait finalement rien. Le pont de Bénouville, Euston 1, est pris en 10 minutes. Le pont de Ranville, Euston 2, est pris aussi rapidement par les équipages de 2 planeurs se posant à 150 mètres de leur objectif, car l'unité allemande le défendant a pris la fuite. Le 3e s'est posé à 12 km près de Varaville. Le message de la victoire, Hamhenjan, immédiatement envoyé par radio, en français, jambon et confiture, indique que les Britanniques se sont rendus maîtres des lieux et que les 2 ponts sont intacts. Le signal permet l'arrivée des parachutistes du 7e Parachute Battalion. John Howard souffle pendant de longues secondes dans son sifflet afin d'informer tous les soldats alliés dans le secteur de la réussite de ses hommes. Pour le Major Howard et ses hommes, c'est une longue nuit qui commence. Pendant ce temps-là, les troupes de la 6e aéroportée anglo-canadienne se répandent à travers la campagne normande sur la rive est de l'Orne. Alors que le coup de main se déroule sur Bénouville, les éclaireurs de la 6e division doivent préparer les zones de parachutage et d'atterrissage prévues à l'est de l'Orne. Regardons plus en détail les objectifs de la nuit. Pour la 6e division, il y a 3 drop zones de planifiées pour le matin du 6 juin. La drop zone V se trouve à l'ouest de Varaville, en bordure du Marais. C'est la plus à l'est de la zone prévue pour le débarquement. La drop zone K se trouve la plus au sud, à l'ouest de Troufreville. Et la drop zone et land zone N est celle se positionnant dans les plaines de bocage au nord-est de Ranville. La 6e division a plusieurs missions. La première est la prise du terrain entre les marais du sud-ouest de Cabourg et la rivière Orne. La seconde est la destruction des 5 ponts situés à l'est de l'Orne entre Troarn et Varaville. La troisième est la prise de la batterie de Merville avant 5 heures du matin. Cette mission fera l'objet d'un épisode complet. Contrairement aux planeurs du Major Howard qui vont piquer sur leur objectif en silence, les Dakota C-47, bruyants de la 6e division aéroportée, se prennent la flaque allemande de la côte couplée à un vent d'ouest violent, la tempête se terminant à peine. Ils sont fortement déroutés des drop zones définies. Sur les 34 avions de Pathfinder prévus à minuit 20 pour le balisage des 3 drop zones, aucun avion ne larguera ses sticks au bon endroit. Un stick allant même tomber en plein sur le QG allemand de Caen. C'est un vrai chaos entre les objectifs et les points de parachutage. Malgré ces déconvenues, le flemme anglais prend le relais car, n'ayant que 30 minutes pour préparer des points de saut, les officiers décident de baliser des zones sécurisées là où cela semble moins dangereux pour les parachutistes. Cela va finalement grandement aider au succès partiel des parachutages le long de l'Orne. Il ne faut pas traîner. Dès minuit 45, les premiers parachutistes de la zone K tombent du ciel et c'est 12 vagues de 20 à 45 Dakota chacune qui vont envoyer les parachutistes dans tout l'est de l'Orne. Le brigadier général Nigel Put, commandant de la 5e parabrigade et qui fait exceptionnel à sauter avec la vague des éclaireurs, organise sa zone pour sa mission, une des plus importantes et urgentes de la division. Préparer la mise en place de la Land Zone N qui va apporter le reste de la division ainsi que le matériel lourd. Pour cela, ils doivent dégager dans le bocage des prairies des obstacles mis en place par les Allemands, les asperges de Rommel. Et surtout, prendre et sécuriser les villages autour de la Land Zone N, qui sont Ranville, Hérouvillette, Le Ménil, Bavent, Escoville, Bréville-les-Monts. En à peine 3 heures, la Land Zone N est en place entre Hérouvillette et Le Ménil à l'est de Ranville. À 3h20, c'est 60 planeurs lourds qui atterrissent dans la campagne de Ranville. L'herbe mouillée, le bocage, les obstacles de Rommel et la concentration des planeurs
font un certain nombre d'accidents. Mais malgré les blessés, l'opération est un succès, apportant le reste du QG, les canons anti-chars et les troupes du génie. À la Drop Zone K, les unités de la 6e division, larguées à l'ouest de Touffreville, jouent au commando, détruisant les ponts à l'est sur la Dive, le long du marais de Varaville. À 4 h du matin, le pont de Troarn est seulement endommagé. Toutefois, les autres ponts sont détruits, coupant les accès est-ouest des Allemands. À 6 h du matin, le pont de Robe-Homme. Vers 7 h, le pont routier de Bure-sur-Dive. À 8 h 30, le pont de Varaville. À 9 h 15, le pont ferroviaire de Bure-sur-Dive. Et enfin, vers 15 h, le pont de Troarn est définitivement détruit. Objectif rempli. Au nord, dans la Drop Zone V, les unités canadiennes de Varaville subissent de lourdes pertes à cause de 2 facteurs importants. Le vent d'ouest a déporté beaucoup de sticks dans les marais, et nombreux sont ceux qui se noient à l'atterrissage. Et Varaville contient un bataillon de la 716e division d'infanterie qui va les engager et tenir la ville. Les unités canadiennes sont complètement désorganisées et elles ne pourront pas mettre en place un front de défense continu. Comme nous venons de le voir, il ne faut pas croire que les Anglais ont pu agir comme ils le voulaient. Mais leur rapidité d'action leur ont permis de faire douter les Allemands. Et malgré cela, ils ont été à la limite de la rupture et seul un ordre les a sauvés de la destruction. Pour cela, regardons comment les Allemands ont réagi. La côte normande va révéler quelques surprises aux Alliés qui sont prêts à débarquer. Entre Isigny et la Seine, c'est à la base la 716e division d'infanterie qui doit défendre les 125 km de côte. La division est une division statique, c'est-à-dire qu'elle doit défendre des points fixes, les Widerstandsnetz, et n'a pas de moyens de mouvement rapide. Seuls quelques bataillons cyclistes et d'autres légèrement motorisés sont plus mobiles. Prévue pour avoir plus de 17 000 hommes, dès son arrivée en Normandie, elle n'est composée que de 7 500 hommes, vieux ou prisonniers de guerre. Pour aider cette faible unité, Rommel demande le 15 mars 1944 que la 352e division d'infanterie monte en renfort de la 716e. À partir de ce moment, la 352e prend le contrôle de la côte et utilise la 716e comme appoint en majorité sur son flanc est dans la région de Caen. La 352e est issue de 2 divisions d'infanterie venant du front russe après avoir été saignée à blanc. Ce sont des vétérans, mieux entraînés et surtout mieux équipés que la 716e, et son arrivée semble passer complètement inaperçue aux yeux des Alliés. Sa force est de 12 500 hommes à pleine capacité. Sa présence sera une mauvaise surprise pour les Alliés, surtout pour les Américains qui la retrouvera à Omaha Beach. À l'arrière du front, à côté de Caen, se trouve la 21e Panzer Division, la Heer. C'est une division d'élite ayant connu les fronts d'Afrique du Nord au sein de l'Afrika Korps. Elle est placée à l'arrière du front à la suite du désaccord de l'état-major allemand entre Rommel, qui voulait ce type de division au plus près des plages, et son supérieur, le maréchal von Rundstedt, qui voulait les mettre à l'arrière en réaction. Le compromis trouvé, c'est-à-dire une mise en réserve de la division, ne rentrant en scène que sur ordre d'Hitler, entre les deux solutions, ce sera la pire des solutions. Penchons-nous maintenant sur les points chauds qui nous concernent. Comme ailleurs, en ce jour fatidique, la réaction allemande est marquée par le sceau de la confusion. Au pont de Bénouville et Ranville, comme nous l'avons vu, la réaction allemande est inexistante. Le soldat Romer s'enfuit dans Bénouville, tandis que son compagnon, lui, est abattu dans sa fuite. Une partie des Allemands, dans les dortoirs, sont surpris par les Anglais pensant avoir affaire à une blague de leurs camarades. Une rafale en l'air et les voilà capturés, frais et dispo. Dès 2 h 30, une compagnie anti-chars de la 716e division d'infanterie part de Biéville et commence une patrouille le long de l'Orne. La 716e arrive à Bénouville et attaque le pont pour le reprendre. Mais les unités de la 7e brigade, venues en renfort des paras du major Howard dès 1 h 30, détruisent avec un Piat l'engin de tête de type Marder II, faisant reculer les Allemands aux abords sud de Bénouville. La 21e Panzer joue de malchance. Son commandant, Edgar Feuchtinger, est à Paris où il passe du bon temps avec sa maîtresse. Le haut commandement tergiverse et la division reste passive. Le second, Hans van Luck, demande l'autorisation de mener une contre-attaque, mais il doit attendre son supérieur. Que de temps perdu. Malgré cela, des petits détachements se mettent en action. En effet, alors que l'assaut de la 716e échoue, à 3 h du matin, le bataillon d'éclaireurs de la 21e division de Panzer de l'Oberlieutenant Bratz part de sa zone de repos à Queyron en direction de l'est vers l'Orne. Il ne prend que la moitié de son effectif, car la situation est trop confuse pour prendre tout le monde. La liaison se fera avec des agents de transmission équipés de motos.
Les moyens de transmission resteront à Cairon. Cette dernière décision aura des conséquences d'ici quelques heures. Ils arrivent à Blainville-sur-Orne en vue de Bénouville sur la rive gauche du canal alors que le jour se lève. La section composée de canons automoteurs PAC 40 montés sur des châssis Saumur français et les semi-chenillés pour les mortiers et les unités de flak ne sont pas discrets, mais c'est une puissance de feu non négligeable. Le lieutenant Haller fait une première reconnaissance à pied le long de la route. En chemin, chose incroyable, il trouve un soldat britannique mort. Sachant la journée importante, il s'arrête et demande au soldat l'accompagnant de le prendre en photo, prenant la pose comme il le raconte dans sa biographie. C'est là qu'il croise un véhicule en fuite, ce sont les derniers restes de la 716e. S'approchant des faubourgs, il remarque les Red Devils en position à l'entrée sud de Bénouville. Et, au même moment, il entend le début de la canonnade des plages par les unités navales. Retournant faire son rapport à son chef l'Oberlieutenant Bratz, il décide de mettre leur effectif en défense de Blainville-sur-Orne. Des éclaireurs sont envoyés en observateur vers Bénouville. Et il remarque que les Red Devils ont déjà progressé de la ville vers le carrefour sud. L'ordre est donné aux mortiers de les disperser, ce qui est fait avec succès. Le lieutenant Haller note qu'avec les tanks qu'il attend, la position serait facilement emportée vu les capacités limitées des Anglais. Mais les ordres de Bratz sont clairs, tenir le terrain conquis, et il n'y a pas d'autre moyen de communication. Justement, les tanks de la 21e Panzer sont enfin opérationnels à 8 h du matin et commencent leur mouvement à l'est de l'Orne avec pour ordre de reprendre les ponts anglais. Le commandant Verzig, chef du 2e bataillon, indique que vu les risques d'attaque aérienne, les tanks avancent avec un écart de 100 mètres. Heureusement pour lui, aucune attaque n'arrive et c'est avec son bataillon au complet qu'il monte à l'assaut de la 6e division aéroportée anglaise. Ils sont en vue des ponts sur l'Orne et en passe de balayer les Anglais car aucun moyen n'est prévu dans la 6e division aéroportée pour lutter contre une division de Panzer au complet. Mais voilà, ne sachant pas que les éclaireurs de Bratz sont en position au sud de Bénouville, prêts à les aider à balayer les Anglais dès le premier coup de canon lancé, le colonel von Oppen-Bronikanski reprend contact avec le QG pour confirmer l'attaque sur les ponts. Et là, stupeur dans les rangs, car c'est un contre-ordre du QG allemand qui arrive, et la division doit rebrousser chemin et retourner à Caen pour passer du côté ouest de l'Orne et lancer une attaque sur les plages du débarquement. Voilà. Sans remettre en question le succès d'Overlord, il paraît évident que si l'attaque de la 21e Panzer avait eu lieu à l'est de l'Orne, le flanc est pris par les Red Devils n'aurait pas tenu le choc. Et les ponts sur l'Orne auraient potentiellement été repris par les Allemands, coupant toute retraite à la 6e division aéroportée. À 9 h 30, le lieutenant Haller fait une seconde reconnaissance à pied et monte au château de Bénouville qui sert de maternité. Arrivé au château, il fait fi des plaintes de Madame Vion et monte à l'étage pour observer la situation. La vue est impressionnante. De là, il voit les Britanniques en défense du pont. Peu après sa première observation, il voit vers 10 h 2 navires de la Kriegsmarine remonter le canal de Caen vers la mer pour attaquer le pont. Mais voilà, les marins des navires les voient aussi, et pensant à faire à des Tommies, ils arrosent le château avec les pièces de 20 mm à bord. Personne n'est blessé, mais c'est pas passé loin. Les 2 canonnières fluviales arrivent au pont, et leur attaque est repoussée grâce aux canons capturés par les Anglais. L'un des bateaux coule et son équipage est fait prisonnier. Le Major Howard a eu très chaud, lui qui attend les renforts pour 13 h 30. Nous sommes les témoins désabusés d'un fait qui semblera toujours invraisemblable aux historiens futurs, et qui est pourtant vrai. Le Fuhrer ne doit pas être réveillé. Il est 4 h du matin. Le major Tim Rosevere, chargé de faire sauter le pont de Troarn, remarque que la ville est tenue par un bataillon de la 21e Panzer Division. Troarn est le dernier pont du dispositif de défense du front gauche du débarquement. Au-delà peut arriver les renforts de la 15e armée allemande. La destruction du pont est donc cruciale. Il monte alors une action d'éclat avec une Jeep et sa remorque contenant 900 kg d'explosifs. Et avec l'aide de 7 sapeurs, il fonce à travers la ville au milieu des Allemands. La surprise est totale et de multiples fusées éclairantes partent dans tous les sens. Alors que la confusion est grande, la Jeep et sa remorque traversent la ville en zigzagant. Ils passent au milieu des Allemands en direction du pont sur la Dive. Malgré les tirs, personne n'est touché. Et ils arrivent au pont, le minent et repartent à fond la caisse. Tellement rapidement que le sapeur Pichet est éjecté dans la manœuvre. Il est capturé par les Allemands alors que le pont de Troarn saute derrière lui, fermant un accès sud-est au front. Le pont est en réalité fortement endommagé, mais il sera définitivement détruit à 15 h le jour même.
L'opération Dead Stick a été un succès majeur et décisif. L'opération Tonga, elle, s'est avérée plus difficile à cause des erreurs de parachutage. Malgré cela, les vétérans anglais ont fait contre mauvaise fortune bon cœur et ont rempli leur mission dans la région. Dans l'Est, les Canadiens ont complètement raté Varaville, qui fait un trou dans le dispositif allié dans cette zone. La ville tiendra jusqu'en fin de matinée, quand les Allemands de la 716e se rendent. Cependant, les principaux ponts sur la Dive ont été soit détruits, soit fortement endommagés, bloquant de possibles renforts venant de l'Est. Ceux de Varaville et de Robehomme ont été détruits par les Canadiens, tandis que ceux de Bure-sur-Dive et Troarn ont été mis hors service par les Red Devils. Et cela est un vrai succès, car ces ponts vont fortement gêner les renforts allemands, ce qui fait que cette zone du front sera tranquille jusqu'en septembre. De plus, nous avons vu qu'un coup du sort lié aux Allemands, via le contre-ordre de la 21e Panzer Division, a fortement aidé au succès global des Britanniques. Un point maintenant sur les pertes. Durant la seule journée du 6 juin, la 6e division aéroportée perd 650 hommes sur les 6250 envoyés. Cela est un très bon score contrairement aux Américains. Les Allemands auront 400 hommes hors de combat et environ 400 prisonniers, ainsi que 14 véhicules blindés et une canonnière fluviale détruite. Nous verrons dans le prochain épisode comment la 82e division aéroportée américaine a pris Sainte-Mère-l'Église et aussi, par un coup du sort, fortement handicapé les capacités de réaction de la 91e division allemande. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne pas rater les prochains épisodes de Temps de bataille sur le jour le plus long.